13h, 14h, Europe 1 Info. 13h47 sur Europe 1 Info et vous, Rudy Saada et vos débatteurs. Philippe Bilger est avec nous, magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Et on accueille Hilda Degani, activiste iranienne en plateau. Bonjour madame. Bonjour, soyez la bienvenue. Le mouvement de révolte qui gronde en Iran, désormais appelé à révolte des bazars, semble avoir hier basculé dans une autre dimension avec la mort de plusieurs manifestants et d'un policier. Depuis plusieurs jours, une partie du peuple iranien se soulève. En cause, la dépréciation du rial, la monnaie iranienne, des conditions de vie de plus en plus difficiles, mais aussi et surtout l'essoufflement d'un régime des mollahs qui oppresse sa population depuis son installation il y a plus de 40 ans. Pour en parler, vous l'avez dit Marilyn, nous sommes en studio avec Hilda Degani-Schmidt, conseillère en communication et activiste iranienne. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue dans ce studio. Alors cette révolte à la base est partie de raisons économiques. Elle est la suite logique. Est-ce que vous pensez justement que c'est la suite logique du mouvement Famille, Vie, Liberté, parti lui il y a 2 ans à peu près, et après la mort de Mahsa Amini, et puis de la guerre des 12 jours, 2 moments récents qui ont pu montrer aux Iraniens que le régime des mollahs pouvait vaciller? Oui, c'est la continuité d'une révolte qui n'a pas été forcément visible de la même manière par tous, mais les Iraniens, j'ai envie de vous dire, n'ont jamais cessé de se battre contre ce régime tyrannique et de bataille en bataille, leur rang s'est étoffé. C'est vrai que cette fois-ci, nous avons à la fois des villes moins importantes qui se sont jointes, mais aussi une population beaucoup plus diverse, y compris une population plus conservatrice habituellement. C'est vrai que ce sont des raisons économiques, mais pas que. Il y a également des raisons écologiques, des raisons politiques évidemment. On parle du manque d'eau par exemple à Téhéran. Exactement, manque d'eau, manque d'électricité, l'air irrespirable. Réellement, en fait, si vous voulez, cette mafia islamiste a utilisé depuis 46 ans toutes les ressources de ce pays extrêmement riche pour mener sa guerre idéologique à travers le monde et notamment au Moyen-Orient. Alors peut-être ce qui change cette fois par rapport aux révoltes précédentes, c'est qu'il y a une perspective pour l'après. Lors de la guerre des 12 jours, on a beaucoup entendu sur les plateaux des spécialistes alerter sur l'après, sur le manque d'alternatives, sur le risque de chaos, sauf que cette fois le peuple et un peu partout en Iran scande un même nom, celui du prince héritier Reza Pahlavi. Il s'est exprimé, alors pas récemment, mais c'était lors justement de cette guerre des 12 jours au printemps dernier, et il se disait prêt à organiser la transition. Je propose de l'écouter, c'est intéressant. Il n'y a qu'une seule façon de parvenir à la paix. Un Iran laïque et démocratique. Je suis ici aujourd'hui pour me présenter à mes compatriotes afin de les guider sur la voie de la paix et de la transition démocratique. Je ne cherche pas le pouvoir politique, mais plutôt à aider notre grande nation à traverser cette période critique vers la stabilité, la liberté et la justice. Comment expliquez-vous ce retour en grâce de Reza Pahlavi qui est dans l'opposition, évidemment en exil depuis plusieurs années? Alors, plusieurs raisons à cela. Tout d'abord parce que les Iraniens se sont rendus compte, avec notamment les archives qui ont été rendues publiques, du nombre de mensonges qui avaient été dits sur cette dynastie, donc sur le père, mais aussi c'est également lié à sa personnalité à lui, c'est-à-dire depuis son plus jeune âge, depuis 46 ans, il répète les mêmes choses et les mêmes valeurs, c'est-à-dire la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme, comme 3 valeurs piliers pour un Iran de demain. Il a accompagné à diverses étapes les Iraniens et en fonction effectivement, depuis cette déclaration, il a organisé un certain nombre de choses qui ont permis aux Iraniens comme on le voit d'ailleurs sur le terrain, de mieux pouvoir s'organiser et mieux pouvoir s'exprimer. Jules Torres, vous avez une question. Oui, parce que tout à l'heure vous parliez des forces plus conservatrices, et c'est vrai que on avait tendance à se dire les images que l'on voit, c'est relativement à Téhéran ou dans les grandes villes. Que pense la ruralité aujourd'hui de l'Iran, des forces généralement plus conservatrices, même plus dans le caractère religieux? Est-ce que le mouvement s'épand sur tout l'Iran, ou est-ce que c'est justement que Téhéran et les grandes métropoles? Et non, c'est vraiment la grande différence par rapport aux autres.
d'autrefois, c'est que je dirais presque que les grandes villes sont à la traîne par rapport aux petites. Aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, comme qui est la ville sainte, entre guillemets, la plus conservatrice, a rejoint le mouvement. Mais en effet, nous avons c'est vraiment cette nouveauté-là. C'est que maintenant, ce n'est plus que la jeunesse, ce n'est plus que les grandes villes, c'est aussi des anciennes générations et parfois des villes et des populations conservatrices. D'après leurs propres chiffres, 92% des Iraniens ne veulent plus de ce régime. Philippe Bilger, oui. Le président de la République islamique qui l'a dit lui-même. À votre avis, est-ce que c'est la présence de cette personnalité dont vous avez si bien parlé qui fait qu'aujourd'hui, après de multiples espérances, on nous disait la page va se tourner, qu'elle pourra véritablement se tourner comme l'a laissé entendre Rudy tout à l'heure dans son intervention. Est-ce que c'est cela qui change véritablement le destin de l'Iran ? Parce qu'il y a une personnalité qui peut en effet constituer un recours absolu. Je pense que c'est vraiment un élément extrêmement important. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est que la population a tellement été trompée, y compris par la fake opposition. Et d'étape en étape... Vous parlez des progressistes. On appelle ça des réformateurs. Les réformateurs. Je vais vous dire, c'est peut-être pas très correct, mais vous savez, on a des prisonniers qui appellent depuis la prison d'Evin, Eva Joly, et on a des prisonniers qui n'arrivent même pas à avoir le moindre soin, ni même appeler un médecin. Donc, vous voyez, ces fake oppositions, si vous voulez, les Iraniens ont dû faire l'expérience à chaque fois. On cru, on imaginait possible quelque chose à chaque fois, mais cette fois-ci, ils savent très bien. Que d'autres solutions ne sont pas possibles, et deux, ils connaissent les mensonges qui leur a été donnés. Rudy, si vous permettez un mot, je vous en prie. On a tellement d'admiration au rabais en France que, je le dis, je ne veux blesser personne, que j'ai la plus grande admiration, et je n'en abuse pas en général, pour les résistantes en Iran. Voilà des personnes qui se battent et qui risquent la mort en permanence pour une cause infiniment juste. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir ce qui peut faire basculer l'Iran et faire vaciller le régime. Et on parle beaucoup de l'aide à l'étranger. La nuit dernière, Donald Trump a affirmé que, je cite, si l'Iran tue des manifestants, les États-Unis viendront à leur secours. Il se dit armé, prêt à intervenir, sans évidemment parler d'Israël, qui a montré ces derniers mois qu'il savait agir en Iran de manière ciblée sur les responsables du régime. Est-ce que vous avez bon espoir pour la suite? Est-ce que l'aide doit venir à un moment de certains États plus courageux que d'autres? Alors d'abord, c'est vrai que cette déclaration, ne serait-ce que la déclaration, a eu un effet énorme sur la population, et c'est parce que jusqu'ici, à chaque révolte des Iraniens, nos dirigeants des pays libres se sont servis de ces moments-là pour négocier les intérêts propres à court terme des pays malheureusement y compris de la France. D'ailleurs, je vais vous dire, non seulement cette déclaration de responsabilité de protection des populations civiles qui est légalement acquise depuis 2005, mais qui n'est pas mise en place, notamment par rapport à l'Iran, ça a donné beaucoup de courage. Mais moi, je suis aussi très très étonnée du silence du vieux continent, pas que de la France. Le vieux continent, qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Pourquoi je ne les entends pas? En fait, il se passe des choses là-bas, là. Et des choses qui ont un impact tous les jours ici chez nous. Et on ne les entend pas. Oui, ce qu'a dit Donald Trump, oui, ce qu'a fait Israël, c'est extrêmement important parce que la population iranienne n'a pas d'armes, n'a pas les moyens de faire face à une telle tyrannie. Et vous savez, les Alliés, en leur temps, ont su venir en aide aux Français. On est dans la même situation. Quand vous avez un pays qui est si dirigé par des dirigeants si différents de sa population, quand la population est tuée, quand toutes les ressources sont utilisées contre sa population, alors on est dans un pays occupé. Et pour ça, on a besoin de l'étranger. Jules Torres. Oui, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que dans les exemples récents, par exemple la Libye, on sait très bien que souvent une ingérence, une intervention étrangère est souvent perçue
perçue comme une ingérence, qui serait contre la souveraineté des peuples. Justement, le peuple iranien, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit qu'il a envie d'être sauvé par une intervention étrangère? Ou alors, comme bien souvent les révolutions sont faites par les minorités, il considère que ce sera une minorité d'Iraniens, même s'ils sont 92% à rejeter le régime. Dans une dictature, c'est toujours les minorités qui luttent pour avoir plus de liberté. Que dit ce peuple iranien? La minorité, c'est celle qui, sur les antennes, fait de l'entrisme au profit du régime. La majorité est celle qui est dans la rue et qui est prête à mourir pour cette révolution, pour enfin pouvoir vivre dans ce pays normalement et en paix avec ses autres voisins. La population est très claire, très déterminée, dit ce qu'elle ne veut pas et ce qu'elle veut, et très clairement appelle à une paix, à une démocratie sous le commandement de les hommes à la vie. Philippe Bilger. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Donald Trump, notamment parce que contrairement à la dénonciation d'abstraction, il a dit clairement que le fait de tuer sa population était une ligne rouge. Là, on peut tout dire de lui, mais il est clair et net. Je suis tout à fait de cet avis. Je vous dis là, d'autant plus que jusqu'ici, que ça soit quels que soient les présidents américains, européens, à chaque fois, les populations se mouraient, suppliaient, et à chaque fois, ils ont utilisé ces moments-là pour négocier des intérêts propres. Merci Hilda Degani-Schmidt, activiste iranienne, conseillère en communication. On continuera de suivre de très près ce qui se passe en Iran sur Europe.